Bonjour à tous. Merci d'être présents au panel souveraineté. Est-ce que vous nous entendez bien? It will be in French, so if there is automatic translation normally. That's why we need to talk in the mics. I don't know. See if you can check. It's written here. Si. So channel 616 for English and 17 for Arabic. And 15 for French, but normally you will not use that. Is this working? No? You should hear something. Non, mais parle peut-être en français pour qu'ils traduisent. T'as raison. Est-ce que vous entendez quelque chose? Ah oui. Whoa, you push. Even us, we listen. Okay. We hear something. So we can start and welcome to the panel on cybersecurity and sovereignty. So I'm Pierre-Yves Jolivet from Thales. I'm heading the cyber defense solutions activity of Thales. Ah oui, c'est vrai, je suis censé parler en français. Je suis ravi d'avoir aujourd'hui dans ce panel donc Luigi Rebuffi de l'EXO, donc European Cyber Security Organizations, Marie-Liane Lecpelly de ministère des Finances et de la Direction générale des entreprises en France, et Pierre-Jeanne de Thales qui dirige les activités souveraines de Thales. Donc le thème du panel c'est autour de la souveraineté européenne, ce qui a été déjà touché dans le débat général. C'est un grand sujet qui dépasse la cybersécurité, c'est la souveraineté numérique européenne, mais en quoi la cybersécurité y contribue. Et donc pour cela, dans ce panel, nous attendons, Marie-Liane portera la vision, je dirais, de l'administration française, et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, mais aussi en cybersécurité, puisque la France pousse beaucoup sur les aspects réglementation de cybersécurité. Luigi sur l'industrie, puisque Luigi représente l'ensemble de l'industrie de cybersécurité européenne, et également... L'industrie et je dirais tous les acteurs en réalité, parce qu'on est un partenariat public-privé. Donc il y a l'industrie, les centres de recherche, les investisseurs, mais aussi on a comme membres les États. Donc les États qui sont représentés dans différents ministères à travers l'Europe. Donc l'ensemble de l'écosystème de cybersécurité européen. Et Pierre-Jeanne, qui nous parlera de quelles sont les technologies et comment on peut avoir des réponses technologiques à ce défi qui est la cybersécurité, la souveraineté et la cybersécurité en Europe. Première un peu question que je vais poser à Marie-Liane sur justement la définition, parce que c'est un grand sujet sur qu'est-ce que la souveraineté numérique, on y a touché tout à l'heure, qu'est-ce que la cybersécurité, comment la cybersécurité peut être européenne, sachant que de temps en temps, on fait un peu attention à ce qu'on partage avec certains de nos amis, même au sein de l'Europe et même au sein de l'Alliance Atlantique. Marie-Liane, je te laisse la parole. Ouais, tenter de donner une définition à la souveraineté numérique. Si on revient déjà au terme souveraineté, disons que c'est la capacité à décider et agir sans influence. Ça ne veut pas forcément dire tout contrôler. C'est un peu comme ça que la souveraineté est caricaturée, mais c'est plutôt faire un tri entre ce qu'il est important de contrôler, donc les infrastructures et les solutions qui vont être critiques et sur lesquelles il faut assurer une autonomie, et celles sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle, et ce n'est pas forcément nécessaire de les contrôler, on va dire,
de les produire, mais plutôt de définir les règles d'utilisation. En ce sens, des initiatives européennes telles que le Digital Single Act ou le Digital Market Act contribuent à la souveraineté, parce qu'on fixe les règles d'utilisation des infrastructures numériques. En matière de cyber, pour assurer la souveraineté numérique, on peut dire qu'il y a 2 priorités qui doivent être poursuivies. C'est déjà diffuser une culture de la cyber dans l'ensemble de l'écosystème et pas uniquement sur les entreprises et les structures qui sont considérées comme critiques. Parce que la cybersécurité, finalement, les différentes entités étant interdépendantes, c'est important qu'on ait les plus petites entreprises et celles qui ne sont pas forcément stratégiques, au plus haut point stratégique, qui aient une culture cyber pour assurer cette souveraineté en matière cyber. Et le deuxième point important en matière cyber pour la souveraineté, c'est de pouvoir garantir au niveau européen d'avoir un environnement industriel solide qui puisse apporter des solutions de cybersécurité. Merci Marianne. Justement, donc on a vu beaucoup d'investissements de l'Union européenne sur la réglementation. On a parlé de la directive Nice version 2 qui est en phase de finalisation. Beaucoup plus d'investissements aussi sur des moyens communs en cybersécurité, que ce soit dans les grands programmes de l'Union européenne ou dans des centres de cybersécurité. Qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue justement de l'écosystème européen? C'est une question pour Luigi. C'est une grosse question qu'on a commencé à débattre à Bruxelles, je dirais, depuis 2011. On essaie de stimuler ce besoin d'être souverain ou être moins dépendant, je dirais, de ce qui vient de l'étranger. Et en effet, on a créé en 2016 la European Cyber Security Organization, à une époque où la cyber était encore un peu pas assez mûre, pas assez connue. On ne voyait pas l'impact en Europe. Et progressivement, on a vu depuis 2016 qu'on a démarré des activités à Bruxelles, justement, point de vue coordination des industries européennes, mais aussi réglementaires, des activités au Parlement européen qu'on voit. On voit ce qui a été cité sur les Digital Service Act, par exemple, mais aussi la Nice 2 qui va arriver bientôt et le Cyber Resilience Act qui est en train d'être démarré maintenant. Donc on est en train de structurer vraiment l'écosystème européen aussi pour soutenir la souveraineté, justement, et mieux aider à travers, je dirais, des éléments de politique industrielle qu'on aimerait bien encore qui soient davantage structurés, d'aider l'industrie, mais aussi tout l'écosystème, aussi les utilisateurs au niveau européen. Parce que sans la maturité des utilisateurs au niveau européen, sans la compréhension du besoin de sécuriser de façon avec des solutions de confiance certaines applications sensibles, critiques, on ne pourra pas construire vraiment on pourra réduire, disons, la dépendance qu'on a vis-à-vis de solutions qui peut-être sont moins fiables, qui viennent d'ailleurs. Merci Luigi. Et justement sur ces solutions, et encore une fois ce débat un peu complexe entre souveraineté nationale, souveraineté européenne, dépendance technologique à un certain nombre d'autres fournisseurs, quelles sont les réponses technologiques et comment une vraie débat, c'est qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire pour assurer une souveraineté et pour répondre aux risques géopolitiques et aux risques économiques, mafieux dont on a parlé et des espionnages dont a pu parler Guillaume Poupard ce matin. Quelles sont les réponses que nous avons? Alors, tout d'abord, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, il y a une pléthore d'offres de produits de cybersécurité. Actuellement, cette offre, elle est mondiale, venant de l'ensemble des pays, dont on ne maîtrise absolument pas la conception ou la production. Elles potentiellement peuvent avoir potentiellement avoir des failles de sécurité ou des logiciels malveillants qui sont intégrés dans ces produits. Donc clairement, on a tous entendu parler de Pegasus il y a quelques mois. Il y a cette menace sur ces produits qui viennent de tous ces pays.
Alors ça peut être acceptable pour un certain nombre d'applications, mais par contre pour des besoins très particuliers, ce n'est pas acceptable. Il est nécessaire de maîtriser, je dirais, au moins partiellement ou totalement un certain nombre de briques. Alors on parle souvent de souveraineté, en tout cas du numérique, dans la maîtrise des données. Guillaume tout à l'heure a parlé de souveraineté en disant il faut qu'on maîtrise les architectures. Je dirais dans un certain nombre de cas, ça va même au-delà avec la maîtrise du hardware ou des logiciels sur lesquels on va s'appuyer, sur lesquels on va utiliser les solutions pour sécuriser les systèmes, je dirais, critiques ou les systèmes de l'État. Et d'ailleurs, en France, depuis quelques années, il y a eu la loi de programmation militaire qui impose, pour les réseaux les plus sensibles des opérateurs d'infrastructures vitales ou les services de l'État, qui impose d'utiliser des produits qu'on appelle qualifiés, qui sont alors maîtrisés, qu'on peut appeler souverains. Et donc, ces produits, ils doivent être développés par des équipes de confiance, qu'ils soient en France ou en Europe, et par des équipes qui ne seront pas soumises à quelconque pression étatique ou d'organisation mafieuse. Et puis, dans un certain nombre de cas extrêmes, pour des développements de produits souverains très, très sensibles, on va même, nous, aller jusqu'à développer des composants de sécurité. Donc le cœur des composants des produits cryptographiques qui vont permettre de chiffrer et déchiffrer sont développés à travers une chaîne de développement, une chaîne de production française ou européenne, ce qui permet, puisqu'on parlait de risques géopolitiques ou économiques, d'une part de maîtriser la chaîne d'approvisionnement, tant de développement que de production, et de ne pas être lié aux aléas d'approvisionnement comme on peut le vivre depuis 2 ans à travers soit la guerre en Ukraine ou la pandémie. Et puis d'un autre côté, ces produits, je dirais, qualifiés souverains, doivent permettre de mieux protéger nos infrastructures vitales, mieux protéger les services de l'État, et donc d'un point de vue économique, normalement éviter de grosses catastrophes économiques liées à des attaques très sophistiquées. Merci Pierre. Sur les attaques sophistiquées, on a parlé tout à l'heure des besoins d'investissement dans la présentation précédente. Aujourd'hui, au niveau européen, est-ce que vous voyez l'Europe mettre assez de priorité sur les financements ? Est-ce que pour développer des solutions souveraines, est-ce qu'on est capable de s'entendre pour orchestrer ces investissements et faire émerger un écosystème industriel global ? Ou est-ce que parfois on sait qu'au niveau européen, c'est parfois un peu difficile de se mettre tous d'accord et qu'il y a des notions parfois de meilleurs poulains européens sont un peu difficiles à faire émerger et dans des contextes de retour géographique. Peut-être Marianne pour commencer, peut-être que Luigi, tu pourras compléter aussi. Alors, je ne voudrais pas dire que c'est facile au niveau européen de se mettre d'accord, mais en tout cas, l'Europe se donne les moyens de le faire. Déjà, réglementairement, on l'a beaucoup évoqué pour mettre en place des règles communes sur l'ensemble des sujets concernant la cyber au niveau européen. Et également au niveau des investissements, on a en Europe un bel outil PIEC de son petit nom, programme important européen d'intérêt commun, qui permet, c'est un outil typiquement pour faire de l'investissement au niveau européen sur les produits industriels entre différents pays. Donc c'est la caractérisation du fait que justement les différents pays européens se mettent ensemble pour investir dans des solutions industrielles communes. Cet outil a été beaucoup utilisé, en tout cas, la France souhaite beaucoup l'utiliser sur un certain nombre de thématiques numériques et était assez motrice aux côtés de l'Allemagne dès 2019 pour lancer les premiers PIEC en microélectronique notamment. Donc l'Europe se donne les moyens et elle a des outils à disposition pour faire de l'investissement commun. Alors, l'autre côté, du moment que comme je disais tout à l'heure, je représente un peu aussi le secteur public, donc je ne dois pas faire attention. Je vois le verre à moitié plein du côté secteur public et le verre à moitié vide du secteur privé. C'est vrai que, ce qu'on disait, le PIEC, c'est un instrument. On a discuté il y a quelques années son utilisation aussi dans le secteur de la cybersécurité, mais pour l'instant, on ne va pas arriver vraiment de projet. Donc, on commence à avoir des outils.
On commence aussi à voir qu'il y a une discussion à Bruxelles sur la création d'une plateforme d'investissement dans le secteur de la cybersécurité. Nous, comme EXO, on a démarré cette discussion aussi avec les différents cabinets et la Banque européenne d'investissement pour la création d'un fonds dédié à la cybersécurité d'1 milliard d'euros. Et on est soutenu par pas mal d'investisseurs privés, des capital ventures. Et on a été même cité par la Wall Street Journal qui a dit mais qu'est-ce qui se passe? L'Europe s'est réveillée dans les investissements. Mais c'est vrai, c'est encore lent, je dirais. C'est la partie vide du verre. Mais ça commence, ça bouge. Donc une dynamique, mais on n'est pas encore au bout de l'histoire. Et du coup, c'est quoi les technologies ou les solutions de cybersécurité qui contribuent à une souveraineté régalienne ou européenne et sur lesquelles on doit vraiment investir et on ne doit pas se rater? Alors, tout d'abord, un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, décider de développer des solutions souveraines, c'est une vraie décision politique, c'est une vraie décision stratégique. C'est un peu comme on fait de la dissuasion, on n'en fait pas. C'est-à-dire que ça soit au niveau européen ou au niveau d'un État, l'investissement va être lourd, tant humain que financier. Alors, comme toujours, je reprends toujours ce que dit Guillaume, là, parce qu'il en a parlé, il a parlé de la souveraineté, ce qui est difficile de parler de souveraineté après Guillaume, mais il n'est pas nécessaire forcément d'avoir tous les produits souverains. Je pense que avec une bonne cartographie des différentes solutions, des différents produits, avec une analyse de risque, on doit, en fonction des applications, définir tel ou tel produit doit être ou pas souverain. Une fois qu'on a fait ça, je pense que, en tout cas au niveau de l'État ou des grandes entreprises, je vois au moins quelques solutions, elles ne sont pas exhaustives, hein, sur lesquelles il est vraiment important d'avoir des solutions maîtrisées, souveraines. Je dirais les communications sécurisées, bien sûr, ça c'est au niveau de l'État, le chiffrement des réseaux de données ou le stockage des données, et les produits de détection tels que les sondes ou ce qu'on appelle les EDR, c'est-à-dire des sondes sur les terminaux. Et donc les technologies, pour prendre quelques exemples, donc, comme on l'a dit en plénière, tout ce qui est architecture, je pense que maîtriser les architectures des systèmes est clé. Le deuxième point techno, c'est bientôt tout ce qui va être la maîtrise de la cryptographie, la maîtrise du chiffrement. C'est clé pour tout ce qui va être chiffrement des données, chiffrement des communications. Mais ce qui est important au-delà des algorithmes, c'est de maîtriser l'implémentation. Puisqu'en fait, ce qui va être, sans rentrer dans la technique, ce qui va pouvoir donner des failles, ce n'est pas l'algorithme en tant que tel, c'est son implémentation sur le système. Donc ça, c'est très important de bien le maîtriser. Et puis en termes d'algorithmie, il y a un buzz actuellement qui est le post-quantique. Donc une techno qui doit être maîtrisée, je dirais, en France ou en Europe, ce qui va permettre d'avoir des réponses à la menace des futurs ordinateurs quantiques. La deuxième techno, troisième techno, c'est la partie logicielle. On ne développe pas des logiciels pour des produits de sécurité comme on développe du logiciel standard. Donc il y a des mécanismes, des processus, des choses à faire qui vont rendre le logiciel plus performant, ayant le moins de surface d'attaque pour éviter des attaques cyber. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à développer des composants, et donc maîtriser tout ce qui va être hardware, donc la chaîne de développement et de production, tant hardware que logiciel. Et puis sur les systèmes de détection, pour avoir des systèmes performants, bien sûr les architectures, tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle qui va faire qu'on va avoir des systèmes de plus en plus performants en termes de détection. Juste en conclusion de cette partie-là, je voudrais passer le message que développer des produits souverains, c'est possible uniquement si on a des compétences disponibles. On arrive sur le volet de formation, je vais dire, le cauchemar quotidien de tous les patrons d'activités cyber, c'est le recrutement, trouver des collaborateurs pour développer ce type de produit souverain. Donc clairement, c'est un des volets les plus importants, donc qui va nécessiter, c'est sur du temps long, de créer, je dirais, un certain nombre de filières pour former ces futurs experts dans tous les domaines techniques dont on a besoin.
Et donc effectivement, cet aspect de recrutement et de compétences est majeur, ce qui fait qu'on fait aussi pas mal de partenariats avec des universités pour renforcer dans un certain nombre de pays les compétences et faire monter en fait en compétences le niveau cyber d'un pays. Ça fait partie des grands investissements. Dans ce domaine-là, donc l'Europe a lancé le European Cyber Security Competence Center. Quelles sont les attentes vis-à-vis de cette nouvelle entité ? Les attentes, je dirais, sont très grandes parce que finalement, l'Europe va se doter d'un, je dirais même plus que le centre lui-même, qui est basé à Bucarest, je dirais, là aussi, on peut voir un peu le verre à moitié vide. De côté de l'industrie, il ne va pas assez vite, sa création, son développement. Mais je dirais, ce qui est fondamental là-dedans, c'est la création des centres nationaux qui sont rattachés au centre avec le réseau des centres nationaux. Parce que ça veut dire que chaque pays est obligé, quelque part, de s'organiser au niveau de la cyber. La création des centres nationaux qui s'appuient normalement sur l'agence nationale, là en France c'est l'ANSSI, ailleurs c'est ces équivalents quand ils existent. Donc la création de ces centres nationaux qui vont se mettre un réseau et travailler ensemble. Donc on va pouvoir vraiment avoir un impact très important au niveau local, régional, national. Ce n'est pas parce qu'il y a un centre quelque part à Bucarest ou à Bruxelles que les choses vont changer. C'est parce que l'action commune des différents pays, et pas seulement du public, mais aussi du privé qui est derrière ces centres, va pouvoir avoir un impact réel sur le marché, sur la société, sur les citoyens. Et c'est là qu'on va pouvoir changer vraiment la dynamique qui est encore lente aujourd'hui en Europe de la compétence, justement, de la dynamique du marché et la dynamique aussi des sécurités nationales et la coopération entre pays pour améliorer la sécurité de chaque pays, parce que tout seul, on ne peut rien contre les attaques cyber grandissantes. Et du coup, dans ce contexte européen, on l'a dit, je pense que c'est un peu sans forfanterie, mais la France a une tradition d'investissement de long terme dans la cybersécurité. Ça fait longtemps que c'est un souci. Aussi une tradition de long terme dans la souveraineté numérique, avec parfois des succès et parfois des échecs. Dans cette logique justement d'exemplarité, comment est-ce que la France contribue à la souveraineté européenne ? Comment est-ce qu'elle s'investit, elle participe à cette souveraineté européenne par rapport à ce pôle d'excellence qu'il y a en France ? Pierre évoquait tout à l'heure un ensemble de technologies critiques en matière de cybersécurité sur laquelle il faut investir. Et la France est donnée en priorité d'investir sur ces technologies à travers un plan national doté de près d'1 milliard d'euros. Et c'est là la contribution de la France, à travers ce plan national, déjà pour contribuer à développer l'écosystème industriel, maîtriser ces différentes briques technologiques. On a évoqué également la formation, qui fait partie d'un des axes prioritaires de ce plan national. Comment faire en sorte que les entreprises de cyber puissent avoir à disposition sur le territoire les profils qui les intéressent, et que ces profils s'intéressent aussi aux activités de cyber. Et le troisième point que j'avais évoqué un peu au début de mon intervention, sur comment diffuser la culture de la cyber. Parce qu'on me disait, il ne suffit pas d'avoir les solutions de cyber, les solutions souveraines, il faut qu'elles puissent être utilisées. Il faut que les entreprises, les différentes entités puissent être conscientes du risque cyber et prennent des habitudes, on va dire, des bonnes habitudes en matière de cyber. Et ça fait aussi partie d'une des priorités de ce plan, de diffuser la culture de la cybersécurité dans l'ensemble de l'économie, auprès des administrations et pas uniquement auprès des structures dites critiques et stratégiques. Parce qu'il faut viser aussi le maillon faible, qui est un peu éloigné de la culture de la cyber. Merci beaucoup. Et tu ne l'as pas mentionné, mais j'imagine aussi, tu l'as mentionné au début, le fait qu'on investisse dans les outils réglementaires, et les outils d'investissement, mais les outils réglementaires. Donc la directive Nice version 2 là, est incessamment sous peu. Ça va notamment contribuer au renforcement du niveau de sécurité des opérateurs d'importance vitale, donc les opérateurs d'énergie, de réseaux d'électricité, de trains, et j'en passe, et des meilleurs. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Comment est reçue dans l'industrie européenne globalement cette directive ?
Disons que l'industrie européenne, pour l'instant, est encore en attente, voir vraiment comment on va se terminer, parce que ce n'est pas encore fini, je dirais. Après, il y a des grosses questions, soit du côté fournisseur que du côté utilisateur. Parce que côté fournisseur, justement, c'est là où on a entendu tout à l'heure en session plénière l'exemple de l'aéronautique. Ça ne suffit pas qu'une grosse société soit sûre. Il faut aussi que les fournisseurs puissent assurer la sécurité des composants, des différents éléments. Et ça, c'est fondamental. Et pour l'instant, on n'a pas encore cette dynamique de rapporter, de dénoncer rapidement les menaces ou les criticités qu'on a vues apparaître dans un composant. Et ça, la NIS 2 va sans doute pousser surtout les fournisseurs, surtout pour les applications vitales, sensibles, à procéder à cette approche. De l'autre côté, il y a aussi les utilisateurs, les grands opérateurs qui se posent des questions. Jusqu'où vraiment ils seront obligés à suivre cet règlement obligatoirement, ils sont obligés à rapporter. Autrement, il y a des conséquences financières aussi. Mais de l'autre côté, trop souvent, il dit, pour nous, c'est surtout de la compliance. Et parfois même, on voit des contradictions avec d'autres lois européennes ou même des lois nationales. Donc, il y a un peu toute cette incertitude de la mise en place vraiment de règlements à suivre. Et je voudrais terminer aussi avec un troisième élément. C'est clairement avec la NIS 2 et toute l'activité qu'on est en train de démarrer, on l'a entendu tout à l'heure avec Guillaume, la mise en place de ces réseaux cyclones à travers les différents pays. Donc, il y a un dialogue, il y a un échange d'informations entre l'administration publique au niveau européen. L'administration publique européenne et nationale s'attend aussi à un échange d'informations sur ces menaces, sur les attaques avec le privé. Mais est-ce que le privé est vraiment prêt à donner ces informations de façon unilatérale au public? Ça, c'est la grosse question qu'on se pose depuis des années. La question qu'il faudrait résoudre à NIS 2. Mais à mon avis, on est encore un peu loin d'arriver à cet échange au niveau européen. Au niveau national, ça marche. Parce qu'on voit qu'au niveau national, il y a des bonnes relations entre les sociétés et l'administration nationale. Au niveau européen, c'est encore un peu compliqué. Je pense que ça marche effectivement au niveau national en France, notamment grâce à des initiatives où on partage l'information et où on va aller faire plus qu'au sein du cybercampus. Et je pense que c'était un des éléments peut-être que tu voulais signaler aussi, Marianne, qui sont importants. Avant de revenir peut-être pour les mots de la fin tout à l'heure, juste on parlait donc de la souveraineté. Il y a quand même beaucoup de nombre d'États qui se cherchent sur quel est le degré de souveraineté dont moi j'ai besoin, dont moi je veux assumer, parce qu'on parlait d'une décision politique. Qu'est-ce qu'une entreprise comme Thales offre aux États qui se posent ce genre de questions? Alors déjà développer des solutions maîtrisées de haute technologie, je dirais, c'est un peu dans l'ADN de Thales, que ce soit cyber ou autre. C'est notre ADN depuis toujours de développer ce type de solutions. En termes de cybersécurité, il y a un certain nombre de pays en Europe, notamment au sein avec des entités Thales, où on a déjà ces capacités de développement de produits cyber souveraines. Je peux citer bien sûr la France, qui bien sûr qui a cette capacité, mais également la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège. Tous ces pays ont soit la capacité de développer des chiffreurs, des gestions de clés, des sondes de détection, des solutions de mobilité sécurisées. Et donc, cette capacité à développer et produire des solutions souveraines pour leur propre pays. Mais je pense qu'on peut aussi mettre en réseau, créer un réseau européen avec ces entreprises qui peut donner la capacité de fédérer l'écosystème et contribuer au développement de futures solutions souveraines européennes, voire promouvoir ce que j'appelle la multisouveraineté, c'est-à-dire développer un socle commun sur lequel on va venir dans chaque pays ou au niveau européen mettre des spécificités de sécurité
des algos différents, qui permettra d'avoir des solutions souveraines pour chaque pays ou au niveau européen. En termes d'éducation, Thales a un certain nombre de partenariats avec des universités et des grandes écoles en France ou dans d'autres pays. On a un certain nombre de chaires que l'on anime avec des universités. On a des cybercampus pour promouvoir et pour faire de la formation en cyber. Et puis on a des solutions avec notre partenaire Diatim qui est à l'étage au 0 là, avec une démonstration de systèmes de formation et d'entraînement, parce que l'entraînement est quand même quelque chose de très important. On a ça dans un différent nombre de pays en Europe, mais aussi plus loin. Ces centres de cyber travaillent en réseau et donc peuvent échanger des solutions d'entraînement, des nouveaux scénarios. Donc Thales, à travers ces entreprises européennes, à travers tout ce qu'on fait au niveau de la formation, on est prêt à fédérer l'écosystème cyber européen et ainsi permettre l'émergence, je dirais, de vraies solutions souveraines européennes. Merci Pierre. On va clore la partie un peu intervention pour passer aux questions-réponses. Avant qu'on passe à cette étape-là, est-ce que Marianne ou Luigi, vous voulez faire un mot de la fin? Si je peux, avant le... Ouais, on laissera Marianne Voilà, conclure. c'est ça, en tant que absolument. représentante de l'État, c'est normal. Juste un mot. Il faudrait vraiment, en Europe en général, que les investissements qui augmentent, mais à mon avis, ne sont pas encore, c'est toujours le verre à moitié vide, ne sont pas encore suffisants. Ces investissements soient mieux dirigés dans la direction de la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, on arrose à 360 degrés, on veut tout faire, c'est vrai, on sait tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment bien cibler les investissements et la priorité doit être donnée dans le secteur de la souveraineté. Ce que je peux indiquer, c'est qu'au niveau de la souveraineté, du coup, une dynamique est enclenchée. Merci de l'avoir reconnu. Et on a vocation à aller plus loin, à mieux synchroniser au niveau investissement, au niveau recherche, au niveau formation et au niveau sensibilisation des entreprises et des administrations pour aller vers cette souveraineté. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Vous pouvez poser les questions en anglais. Je pense qu'on répondra en français ou en anglais en fonction. Il y a Marion avec le micro. This is Julio Mirabals from Spain, El Español. I want to ask about a major project for sovereignty that it was called Gaia X for the cloud. It's at the end, it's only about software and normatives because it had not their own infrastructure. So what kind of sovereignty is that when you rely on Google, Amazon, and Microsoft systems? Just a word, maybe that we have other specialists here. En français? En espagnol? ¿También? No puede. No, mejor claro. En français. On reste en français. La Gaia X, à ma connaissance, mais on a des spécialistes sans doute bien meilleurs ici, plus techniques en tout cas, c'est comme disait tout à l'heure Guillaume Poupard, la souveraineté est aussi maîtrise de l'architecture et tout ce qui va avec, la maîtrise de l'ensemble. Donc Gaia X, à ma compréhension, c'est plutôt la maîtrise des services sur une base qui existe déjà. Donc l'hardware existe, il vient d'où il vient, mais on essaie de maîtriser les services et l'échange des données. Donc ça, c'est la souveraineté qu'on entend, à mon avis, dans Gaia X. En parallèle, il y a la Commission européenne qui est en train de développer un programme de développement je dirais vraiment d'infrastructures européennes pour avoir des clouds sur base européenne. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc, il y a ces deux aspects. C'est comme ça que je l'ai compris.
je partage ce que vient de dire Luigi, c'est que Gaia-X travaille sur les architectures, sur les interconnexions. Et il y a besoin ou pas d'ailleurs de descendre un peu plus profond dans la souveraineté sur le cloud. Il y a différentes initiatives qui existent dans différents pays. C'est un sujet compliqué parce que une grande partie des investissements dans le cloud aujourd'hui sont soit américains, soit chinois, et ils ont, je dirais, 10 ans d'expérience et des milliards d'investissements d'avance. Donc il y a une partie de où est-ce qu'on met la souveraineté et où est-ce que c'est pas gênant. Donc ça fait partie des débats qu'on a. Nous, Thales et Google en France lancent une JV de cloud de confiance, qui sera labellisée par l'ANSSI dans la norme Secnum Cloud V2, sur la base de technologies Google, mais avec des technologies de cybersécurité et des opérations de cybersécurité faites par Thales. Donc les technologies et les opérations sont faites par Thales. Et donc ça, c'est un autre degré de souveraineté. Il y a le degré total dont on a besoin dans les communications sécurisées, par exemple militaires, où on contrôle la chaîne de production depuis le logiciel jusqu'à la ZIC. Et puis dans d'autres applications, on a effectivement des degrés de souveraineté qui sont soit sur les points de contrôle importants, soit sur l'ensemble de la cybersécurité, soit sur les aspects architecture. Et donc on n'a pas effectivement quelque chose de noir ou de blanc dans la souveraineté et la cybersécurité. On a le bon niveau de cybersécurité et de souveraineté pour le bon usage. Je pense que c'est peut-être aussi ça le sujet, parce qu'on a vu par ailleurs un certain nombre d'échecs qu'on a pu avoir en termes de politique industrielle de souveraineté et de cybersécurité. C'est quand la cybersécurité mettait de telles contraintes dans la user experience, faisant en sorte que finalement le système n'était pas utilisé. Et c'est ça qu'on veut éviter. Any question in the room? Je reviens sur la question du cœur de la souveraineté. Donc effectivement, M. Poupard a dit que c'était la maîtrise de l'architecture. Mais vous, j'imagine que sur le cœur de la souveraineté, il y a quoi comme techno? C'est les chiffreurs, c'est la crypto, c'est les sondes. C'est quoi exactement? Là, on parle plus de techno, on parle de produits, de solutions. Oui, il y a ce que je disais, tout ce qui va être sécurisation, comme disait Pierre-Yves, des communications, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient de l'État. Tout ce qui est mobilité, pour moi, c'est vraiment des produits souverains. Tout ce qui va être chiffreur. Alors après, les chiffreurs, faut pas non plus faire des produits pour tout le monde de niveau très secret défense. Je pense qu'il y a différents niveaux de classification, donc du standard qualifié, évalué, de diffusion restreinte, et puis après des chiffreurs très secrets pour des applications très, très sensibles des différents États, notamment la France. Il va y avoir les sondes, différents types de sondes, que ce soit des sondes réseau ou des sondes sur des terminaux. Pourquoi ces produits-là sont des produits souverains? Quand on veut détecter quelque chose, il est bien de savoir comment c'est fait, être sûr que ce qui va être détecté va bien être remonté, et puis qu'il n'y aura pas de faille de sécurité, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, maintenant, comme disait, je ne sais plus si c'est Patrice ou Guillaume, les antivirus et puis les firewalls, pour l'instant, il n'est pas. Enfin, je ne connais pas d'État, en tout cas européen, qui développe des produits souverains pour ces produits-là. Après, c'est pas exhaustif. Il y a plein d'autres. Il y a des passerelles aussi. Par exemple, on parle très peu de passerelles. C'est quand on a différents niveaux, en tout cas dans le côté défense, où on laisse passer des informations d'un niveau à un autre. Il est bien de maîtriser la passerelle pour éviter que ça reparte dans l'autre sens. Donc être sûr que ça fait bien ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc ça, ce sont plutôt les solutions. Maintenant, après les technos, ce que je disais, c'est le logiciel, c'est les algos. Encore une fois, les algos, c'est important, mais quand on parle d'AES, AES, tout le monde peut utiliser de l'AES. Par contre, l'implémentation logicielle d'un AES va avoir un niveau de performance, une surface d'attaque différente en fonction de telle ou telle implémentation. Donc l'implémentation est clé. Donc ça paraît simple. C'est pas de la techno très évoluée, mais c'est
c'est majeur. Enfin, c'est pas très évolué. Si mes collaborateurs entendaient ça, ils seraient peut-être pas contents. C'est pas des grandes mathématiques, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais faire du logiciel pour des produits de sécurité, souvent, c'est Patrice qui tout à l'heure parlait de safety et cybersécurité. Donc on fait des produits pour l'avionique qui doivent être safety et puis qui doivent être aussi maintenant cybersécurisés. Et ben, des fois, en termes de logiciel, c'est des fois antinomique. On a d'ailleurs une entreprise qui est en Allemagne, qui s'appelle Cisco, qui au départ faisait des OS sécurisés pour l'avionique, donc avec beaucoup de safety. On a développé cette entreprise pour en faire maintenant un produit cybersécurité. Souvent, c'est antinomique. On ne fait pas la même chose en termes de logiciel, en safety, où on fait de la redondance, on fait plein de choses. Dans la sécurité, on va faire le minimum de code, le minimum de commentaires. Donc voilà, il a fallu trouver le juste milieu pour avoir les deux, notamment pour l'avionique. Donc voilà, c'est une multitude en fait de techno. Et donc je fais appel d'ailleurs à, si vous avez des connaissances qui cherchent un travail en cyber, quel que soit le métier, you are most welcome. Vous pouvez me contacter, on embauche et après on voit ce qu'on fait avec eux. Je compléterai juste en disant que non seulement la liste n'est pas exhaustive, mais en plus ça nécessite une veille permanente. Tout à fait. Voilà, ce qui est critique aujourd'hui ne sera pas forcément demain, et inversement, Pierre évoquait le post-quantique. Donc voilà, ça nécessite de continuer à regarder dans quel sens vont les usages, dans quel sens vont les technologies d'attaque pour pouvoir les contrer. Et donc, justement, puisque tu parles de post-quantique, juste Thales, on est en course. Donc, il y a le NIST qui va normaliser un certain nombre d'algorithmes post-quantiques. Et donc, les équipes Thales sont en finale pour l'algo de signature. Donc on espère une décision en 2023. Donc, et comme tu le disais, il y a 4-5 ans, on parlait très peu de post-quantique. Là, on a toute une équipe de thésards, de gens au sein de Thales qui font de la recherche sur ce domaine pour nos propres applications, mais aussi pour contribuer aux normalisations, notamment côté NIST. Donc je ne sais pas si on gagnera, mais en tout cas, c'est une fierté d'être en finale après une compétition de 3-4 ans. Post-quantique, ça représente quelle menace, quelle vulnérabilité aujourd'hui pour les réseaux souverains comme ce qu'il y a peut avoir en France? C'est souverain et pas que souverain, c'est pour tout. La menace, c'est les ordinateurs quantiques. Clairement, les ordinateurs quantiques, je ne vais pas faire un cours, autrement je vais donner la parole au CTO qui se ferait un plaisir de vous faire un cours sur le quantique ou sur le post-quantique. Donc il ne faut pas mélanger le quantique et le post-quantique. En fait, les ordinateurs quantiques ont une puissance de calcul qui font que tous les algos actuellement symétriques ou asymétriques, pour faire simple, seront craquables le jour où les ordinateurs seront disponibles vraiment de façon industrielle. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va arriver. Donc, il y a des algos post-quantiques qui permettent de protéger, de se protéger contre cette menace. Et donc, on commence à l'implémenter à la fois sur des produits régaliens en France. Mais bon, Thales, par exemple, on est le champion de la protection cyber, je dirais, pour le système Galileo, où on fait la totalité des chiffreurs. La consultation les nouveaux chiffreurs devront permettre de se protéger contre cette menace des ordinateurs quantiques et donc intégrer des algos post-quantiques. Donc le post-quantique, c'est vraiment une réponse à la puissance des futurs ordinateurs quantiques en termes de crypto. Eric, j'ai pas dit de bêtises? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Marion Garot à l'Usine Nouvelle. J'avais une question sur la commande publique, notamment européenne, pour soutenir l'essor des startups en cybersécurité. Est-ce que c'est quelque chose... c'est souvent un moyen de soutenir l'essor des startups aussi. C'est de leur faciliter l'accès à la commande publique. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé du côté des institutions européennes et plus globalement la cybersécurité des institutions européennes?
on en est où? Est-ce qu'il y a des plans là-dessus? Parce que c'est aussi une manière d'être souverain que de s'assurer de sa propre cybersécurité. Merci. J'apporterai une réponse au niveau français. Donc la commande publique, c'est bien un levier qui est envisagé en France pour apporter du marché à ces entreprises, avec une certaine mesure dans le sens où, effectivement, en cybersécurité, on est sur un produit spécifique où souvent les grands donneurs d'ordre sont publics. Mais c'est aussi nécessaire qu'un certain nombre d'entreprises ne soient pas entièrement dépendantes de la commande publique, sinon elles ne vivent pas. Donc il y a un certain équilibre à assurer entre l'investissement qui va être autre et la commande publique. Et c'est bien un des leviers qui est utilisé au niveau français pour apporter du marché du coup, aux entreprises. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a bien sûr la commande publique, mais il y a aussi les grands groupes. Comme vous le savez, on développe des solutions, mais on est aussi intégrateur. Et donc, on ne va pas réinventer des choses qui existent et on travaille en étroite collaboration avec un certain nombre, en France, mais aussi en Europe, de start-up qu'on va intégrer, qu'on va utiliser et qu'on va permettre de se développer pour nos propres systèmes ou pour les systèmes régaliens dans lesquels on va intégrer telle ou telle start-up. Je ne vais pas donner de nom là, mais vous avez Diatim qui n'est plus une start-up mais qui est une PME avec laquelle on travaille. Et puis, puisque je parlais d'EDR, une société comme Arfang Lab, qui est une start-up, qui est une structure qui a que 3-4 ans et avec qui on a un partenariat sur ces sujets de sondes de terminaux. Et à ce sujet, du coup, le ministère de l'économie organise fin juin une journée de matchmaking entre justement des offreurs de solutions, des petits offreurs de solutions qui n'ont pas accès traditionnellement à la commande publique parce qu'ils sont moins connus, et également à des grands donneurs d'ordre qui ne sont pas donneurs d'ordre publics, pour ne pas dépendre uniquement de la commande publique. Du côté EXO, on en discutait justement hier parce qu'on est en train de finaliser un papier sur la souveraineté et l'autonomie qui va apparaître dans 2 semaines, je dirais. Et la discussion était... il y a pas mal de suggestions pour certains produits, pour certaines applications sensibles, de limiter l'achat à des entreprises européennes, je dirais des confiances, bien sûr, et dans cette enveloppe aussi y mettre un certain pourcentage de parts pour les PME. Et ça, c'est bien, c'est beau, mais le problème, c'est que les différents membres des différents pays, ils ont dit oui, mais notre législation locale ne le permet pas. Donc, on n'a pas seulement la bonne volonté, il y a aussi les problèmes de législation locale qui peuvent être différentes, qui vont tout simplement chercher au meilleur offrant plutôt que l'intérêt stratégique, je dirais, de souveraineté européenne ou nationale. En France, on a les plans d'investissement d'avenir, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, mais dans lequel il y avait la nécessité d'avoir un certain nombre de PME et de start-up jusqu'à un certain niveau et qui ont permis à certaines start-up de se développer. Nous allons clore ce panel. Je vous invite à rejoindre le deuxième panel. Juste avant de clore, peut-être simplement pour dire, j'espère que vous avez retenu de ce panel que donc, pour nous, la souveraineté en cybersécurité, ça dépend de beaucoup d'éléments qui sont nécessaires. Une volonté politique, ça c'est très clair, parce que c'est une vraie volonté politique, aussi bien d'un point de vue réglementation que d'un point de vue d'investissement. 2, il faut un écosystème industriel qui réponde à cette volonté politique et qui maîtrise un ensemble de technologies. Cette technologie, le cœur technologique dont on parlait, le chiffrement en fait partie. C'est un des éléments clés de la différenciation de Thales, de maîtriser fondamentalement tous les aspects de ce chiffrement. Mais il y a d'autres éléments qui sont dans le cœur de souveraineté de cybersécurité. Et le dernier aspect dont on a effleuré, mais dont on pourrait broder beaucoup, c'est sur les compétences. Aujourd'hui, on manque de compétences. On manque de compétences aussi bien d'un point de vue utilisateur, donc pour protéger les systèmes, que d'un point de vue ingénieur, fournisseur, pour produire les solutions en interne européen, j'entends, pour être capable de répondre à cette demande. Donc c'est vraiment l'alignement de ces différents facteurs qui va nous permettre de voir une vraie cybersécurité, une vraie souveraineté européenne. Merci à tous. Merci Pierre-Yves, merci à tous nos intervenants. Je vous invite à rejoindre le second panel.